Stendhal, pseudonyme d'Henri Bell, publia en 1830 Le Rouge et le Noir. En toile de fond historique de ce roman, on se rappellera que le début du XIXe siècle a été marqué par l'époque napoléonienne qui s'est terminée à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Deuxièmement, qu'au lendemain du Premier Empire, la France, sous la Restauration, fut à nouveau dirigée par un roi, Louis XVIII d'abord, puis Charles X. Le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor. Personne ne répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèces de géants, qui, armés de lourdes haches, écarissaient les troncs de sapin qu'ils allaient porter à la scie. Ils n'entendirent pas la voix de leur père. Celui-ci se dirigea vers le hangar. En y entrant, il chercha vainement Julien à la place qu'il aurait dû occuper, à côté de la scie. Il l'aperçut, à 5 ou 6 pieds plus haut, à cheval, sur l'une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force, et si différente de celle de ses aînés. Mais cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même. Ce fut en vain qu'il appela Julien 2 ou 3 fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie, et de là, sur la poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. Un second coup, aussi violent, donné sur la tête, en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre. Il allait tomber à 12 ou 15 pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine à l'action, qui l'eût se brisé, mais son père le retint de la main gauche, comme il tombait. « Eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes mauvais livres, pendant que tu es de la garde à la scie. Lis-les le soir, quand tu rappelles ton temps chez le curé, à la bonne heure. » Le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. « Dieu sait ce qu'il va me faire, » se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tous, celui qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats, et un nez aquilin. De grands yeux noirs, qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. À peine entré dans la maison, Julien se sentit l'épaule arrêtée par la puissante main de son père. Il tremblait, s'attendant à quelques coups. « Réponds-moi sans mentir !» lui cria aux oreilles la voix dure du vieux paysan, tandis que sa main le retournait comme la main d'un enfant retourne un soldat le plomb. Les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien se trouvèrent enfin des petits yeux gris et méchants du vieux charpentier qui avait l'air de vouloir lire jusqu'au fond de son âme. « Réponds-moi sans mentir, si tu le peux, chien de lisard. D'où connais-tu madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé ?»« Je ne lui ai jamais parlé, » répondit Julien. « Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. »« Mais tu l'auras regardée, vilain effronté. »« Jamais. Vous savez qu'à l'église je ne vois que Dieu, » ajouta Julien, avec un petit air hypocrite, tout propre, selon lui, à éloigner le retour des taloches. « Il y a pourtant quelque chose là-dessous, » répliqua le paysan malin, et il se tut un instant. « Mais je ne saurai rien de toi, maudit hypocrite. Au fait, je vais être délivré de toi, et ma scie n'en ira que mieux. Tu as gagné monsieur le curé ou tout autre, qui t'a procuré une belle place.
Va faire ton paquet, et je te mènerai chez monsieur de Rênal, où tu seras précepteur des enfants. Qu'aurais-je pour cela? La nourriture, l'habillement, et 300 francs de gage. Je ne veux pas être domestique. Animal, qui te parle d'être domestique? Est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique? Mais, avec qui mangerais-je? Cette demande déconcerta le vieux Sorel. Il sentit qu'en parlant, il pourrait commettre quelque imprudence. Il s'emporta contre Julien, qui l'accabla d'injures, en l'accusant de gourmandise, et le quitta pour aller consulter ses autres fils. Le lendemain, il reçut l'assurance que son fils ne serait pas traité en domestique, à la suite de quoi il ordonna à Julien de se rendre chez monsieur de Rênal sans plus tarder. Julien, étonné de n'être pas battu, se hâta de partir. Mais, à peine hors de la vue de son terrible père, il ralentit le pas. Il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église. Ce mot vous surprend? Avant d'arriver à cet horrible mot, l'âme du jeune paysan avait eu bien du chemin à parcourir. Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du 6e, au long manteau blanc, et la tête couverte de casques aux longs crins noirs, qui revenaient d'Italie, et que Julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son père, le rendit fou de l'état militaire. Mais, lorsque Julien avait 14 ans, on commença à bâtir à Verrières une église que l'on peut appeler magnifique pour une aussi petite ville. Il y avait surtout 4 colonnes de marbre dont la vue frappa Julien. Elles devinrent célèbres dans le pays par la haine mortelle qu'elles suscitèrent entre le juge de paix et le jeune vicaire envoyé de Besançon qui passait pour être l'espion de la congrégation. Le juge de paix fut sur le point de perdre sa place. Du moins, telle était l'opinion commune. N'avait-il pas osé avoir un différend avec un prêtre qui presque tous les 15 jours allait à Besançon, où il voyait, disait-on, Monseigneur l'évêque? Tout à coup, Julien cessa de parler de Napoléon. Il annonça le projet de se faire prêtre, et on le vit constamment, dans la scierie de son père, occupé à apprendre par cœur une Bible latine que le curé lui avait prêtée. Ce bon vieillard, émerveillé de ses progrès, passait des soirées entières à lui enseigner la théologie. Julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux. Qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille, si pâle et si douce, cachait la résolution inébranlable de s'exposer à 1000 morts plutôt que de ne pas faire fortune? Pour Julien, faire fortune, c'était d'abord sortir de Verrières. Dès sa première enfance, il avait eu des moments d'exaltation. Alors, il songeait avec délice qu'un jour, il serait présenté aux jolies femmes de Paris. Il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat. Pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles, comme Bonaparte, pauvre encore, avait été aimé de la brillante Madame de Beauharnais? Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs, qu'il croyait grands, et redoublait sa joie quand il en avait. La construction de l'église et les 100 ans du juge de paix l'éclairèrent tout à coup. Une idée qui lui vint le rendit comme fou pendant quelques semaines, et enfin s'empara de lui avec la toute-puissance de la première idée qu'une âme passionnée croit avoir inventée. Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d'être envahie. Le mérite militaire était nécessaire et à la mode. Aujourd'hui, on voit des prêtres de 40 ans avoir 100 000 francs d'appointement, c'est-à-dire 3 fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Il faut être prêtre, se dit-il. Voilà le jeune homme, de 19 ans, mais faible en apparence, et à qui l'on en eût donné tout au plus 17, qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Il en résultait, au rayon du soleil,
un effet de lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul, dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de M. de Rênal. Sur le prie-dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé, étalé là, comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit. Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Jeanrel, exécuté à Besançon le... Le papier était déchiré. Au revers, on lisait les 2 premiers mots d'une ligne, c'était « Le premier pas ». Qui a pu mettre ce papier-là, dit Julien. Pauvre malheureux, ajouta-t-il avec un soupir. Son nom finit comme le mien. Et il froissa le papier. En sortant, Julien crut voir du sang près du bénitier. C'était de l'eau bénite qu'on avait répandue. Le reflet des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître du sang. Enfin, Julien eut honte de sa terreur secrète. Serais-je un lâche, se dit-il. Aux armes. Il se leva et marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal. Malgré ses belles résolutions, dès qu'il l'aperçut à 20 pas de lui, il fut saisi d'une invincible timidité. La grille de fer était ouverte. Elle lui semblait magnifique. Il fallait entrer là-dedans. Julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison. L'extrême timidité de Madame de Rênal était déconcertée par l'idée de cet étranger qui, d'après ses fonctions, allait se trouver constamment entre elle et ses enfants. Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut, près de la porte d'entrée, la figure d'un jeune paysan, presque encore enfant, extrêmement pâle, et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait sous le bras une veste fort propre, en ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte d'entrée, et qui, évidemment, n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnerie. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. « Je viens pour être précepteur, madame, » lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre, à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme, avec un teint si éblouissant, lui parler d'un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord, et maintenant si roses, de ce jeune paysan. Bientôt, elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Elle se moquait d'elle-même, et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi? C'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouetter ses enfants? Quoi, monsieur, lui dit-elle enfin, vous savez le latin? Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. Oui, madame, dit-il timidement. Madame de Rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien, vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants. Moi? Les gronder? Dit Julien étonné. Et pourquoi? N'est-ce pas, monsieur, ajouta-t-elle, après un petit silence et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion. Vous serez bon pour eux, vous me le promettez. S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si bien vêtue, était au-dessus de toutes les prévisions de Julien. Dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame comme il faut ne daignerait lui parler
que quand il aurait un bel uniforme. Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger sa tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal précepteur dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et l'air rébarbatif. Pour l'âme si paisible de madame de Rênal, le contraste de ses craintes et de ce qu'elle voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison, avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur, » lui dit-elle d'un air assez embarrassé. Et Julien commença sa nouvelle vie avec les de Rênal, leurs deux fils, et une amie de madame Rênal, madame de Derville, à Verrières, puis à Vergy, dans la propriété de campagne des de Rênal. Il sut si bien faire qu'au moins d'1 mois après son arrivée dans la maison, M. de Rênal lui-même le respectait. Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne, donnèrent à Julien quelques idées que tout autre jeune homme de son âge aurait eues depuis longtemps. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action. Il jouissait avec délice du plaisir de bien parler et à des femmes jeunes. Gesticulant, il toucha la main de madame de Rênal qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite. Mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. Ses regards, le lendemain, quand il revit madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui, et il paraissait fâché. Elle ne pouvait détacher ses regards des siens. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Le soleil, en baissant, et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. Les deux amis se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elle faisait ce soir-là semblait singulier à Julien. On s'assit, enfin, madame de Rênal à côté de Julien, et madame Derville près de son ami. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. « Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ?» se dit Julien, car il avait trop de méfiance et de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui se semblaient préférables. Que de fois ne désira-t-il pas voir survenir à madame de Rênal quelque affaire qui l'obligea de rentrer à la maison et de quitter le jardin? La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt, la voix de madame de Rênal devint tremblante aussi, mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors de lui-même. 9h15 venait de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que pendant toute la journée je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi, me brûler la cervelle. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui,
10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Pour que madame Derville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Sa voix, alors, était éclatante et forte. Celle de madame de Rênal, au contraire, trahissait tant d'émotion que son ami la crut malade et lui proposa de rentrer. Julien sentit le danger. Si madame de Rênal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. Au moment où madame Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait. Madame de Rênal, qui se levait déjà, se rassit, en disant d'une voix mourante « Je me sens, à la vérité, un peu malade, mais le grand air me fait du bien. » Ces mots confirmèrent le bonheur de Julien, qui dans ce moment était extrême. Il parla, il oublia de feindre. Il parut l'homme le plus aimable aux deux amis qui l'écoutaient. Cependant, il y avait encore un peu de manque de courage dans cette éloquence qui lui arrivait tout à coup. Il craignait mortellement que madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors, il serait resté en tête-à-tête avec madame de Rênal. Il avait eu, presque par hasard, le courage aveugle qui suffit pour agir, mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à madame de Rênal. Quelque légers que fussent ses reproches, il allait être battu, et l'avantage qu'il venait d'obtenir, anéanti. Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et emphatiques trouvèrent grâce devant madame Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant, et peu amusant. Pour madame de Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien, elle se laissait vivre. Julien ne remarqua pas une circonstance qui l'eût bien rassuré. Madame de Rênal, qui avait été obligée de lui ôter sa main, parce qu'elle se leva pour aider sa cousine à relever un vase de fleurs que le vent venait de renverser à leurs pieds, fut à peine assise de nouveau, qu'elle lui rendit sa main, presque sans difficulté, et comme si déjà c'eût été entre eux une chose convenue. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin. On se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Un soir, sa passion l'égara jusqu'au point de reprendre la main de Julien, que dans sa distraction, il avait laissé appuyer sur le dossier d'une chaise. Cette action réveilla ce jeune ambitieux. Il eût voulu qu'elle eût pour témoin tous ces nobles si fiers qui, à table, lorsqu'il était au bas bout avec les enfants, le regardaient avec un sourire si protecteur. Cette femme ne peut plus me mépriser. Dans ce cas, se dit-il, je dois être sensible à sa beauté. Je me dois à moi-même d'être son amant. À peine fut-on assis au jardin, que sans attendre une obscurité suffisante, Julien approcha sa bouche de l'oreille de madame de Rênal, et, au risque de la compromettre horriblement, il lui dit « Madame, cette nuit, à 2 heures, j'irai dans votre chambre. Je dois vous dire quelque chose. » Julien tremblait que sa demande ne fût accordée. Son rôle de séducteur lui pesait si horriblement que s'il eût pu suivre son penchant, il se fût retiré dans sa chambre pour plusieurs jours et n'eût plus vu ces dames. Il comprenait que par sa conduite savante de la veille, il avait gâté toutes les belles apparences du jour précédent et ne savait réellement à quel sein se vouer. Madame de Rênal répondit avec une indignation réelle et nullement exagérée à l'annonce impertinente que Julien osait à lui faire.
il crut voir du mépris dans sa courte réponse. Lorsqu'on se sépara à minuit, son pessimisme lui fit croire qu'il jouissait du mépris de madame Derville et que probablement il n'était guère mieux avec madame de Rênal. De fort mauvaise humeur et très humilié, Julien ne dormit point. Il était à 1000 lieues de l'idée de renoncer à toute feinte, à tout projet, et de vivre au jour le jour avec madame de Rênal, en se contentant comme un enfant du bonheur qu'apporterait chaque journée. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres savantes. Un instant après, il les trouvait absurdes. Il était, en un mot, fort malheureux, quand 2 heures sonnèrent à l'horloge du château. Ce bruit le réveilla, comme le chant du coq réveilla Saint-Pierre. Il se vit au moment de l'événement le plus pénible. Il n'avait plus songé à sa proposition impertinente depuis le moment où il l'avait faite. Elle avait été si mal reçue. Je lui ai dit que j'irais chez elle à 2 heures, se dit-il en se levant. Je puis être inexpérimenté et grossier comme il appartient au fils d'un paysan. Mais, du moins, je ne serai pas faible. Julien avait raison de s'applaudir de son courage. Jamais il ne s'était imposé une contrainte plus pénible. En ouvrant sa porte, il était tellement tremblant que ses genoux se déroubaient sous lui, et il fut forcé de s'appuyer contre le mur. Il était sans souliers. Il alla écouter la porte de M. de Rênal, dont il put distinguer le ronflement. Il en fut désolé. Il n'y avait donc plus de prétexte pour ne pas aller chez elle. Mais, grand Dieu, qu'y ferait-il? Il n'avait aucun projet, et quand il en aurait eu, il se sentait tellement troublé qu'il eût été hors d'état de les suivre. Enfin, souffrant plus 1000 fois que s'il eût marché à la mort, il entra dans le petit corridor qui menait à la chambre de madame de Rênal. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable. Il y avait de la lumière. Une veilleuse brûlait sous la cheminée. Il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. En le voyant entrer, madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. « Malheureux !» s'écria-t-elle. Il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses 20 projets et revint à son rôle naturel. Ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Comme elle lui parlait, avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avait produite sur lui des charmes séduisants, une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. Madame de Rênal fut bientôt en proie au remords. Elle crut voir dans la maladie de l'un de ses fils une punition du ciel, mais elle n'avait plus la force de résister à son amour. Son mari finit par concevoir des soupçons. Les 2 amants furent alors dans l'obligation de détruire ces soupçons en se séparant. Julien, fidèle à son dessein de faire carrière dans le clergé, entra au séminaire de Besançon. Il y fut fort malheureux. Il passait parmi ses camarades pour un esprit fort. Il avait été trahi par une foule de petites actions. À leurs yeux, il était convaincu de ce vice énorme. Il pensait, il jugeait par lui-même, au lieu de suivre aveuglément l'autorité et l'exemple. Les jours de grande fête, on donnait aux séminaristes des saucisses avec de la choucroute. Les voisins de table de Julien observèrent qu'il était insensible à ce bonheur. Ce fut là un de ses premiers crimes. Ses camarades y virent un trait odieux de la plus sotte hypocrisie. Rien ne lui fit plus d'ennemis. Voyez ce bourgeois, voyez ce dédaigneux, disait-il, qui fait semblant de mépriser la meilleure pitance, des saucisses avec de la choucroute. Fi, le vilain, l'orgueilleux, le damné. Après avoir été comme suffoqué dans les premiers temps par le sentiment du mépris, Julien finit par éprouver de la pitié. Il était arrivé souvent,
au père de la plupart de ses camarades, de rentrer le soir dans l'hiver à leur chaumière et de n'y trouver ni pain, ni châtaigne, ni pommes de terre. Qu'y a-t-il donc d'étonnant, se disait Julien, si l'homme heureux, à leurs yeux, est d'abord celui qui vient de bien dîner, et ensuite celui qui possède un bon habit. Mes camarades ont une vocation ferme, c'est-à-dire qu'ils voient dans l'état ecclésiastique une longue continuation de ce bonheur. Bien dîner et avoir un habit chaud en hiver. Finalement, Julien s'attira par son indépendance d'esprit et sa hauteur de caractère l'hostilité presque générale de ses camarades. Mais il sut gagner l'estime du supérieur qui, avant de quitter la direction du séminaire, le fit agréer comme secrétaire particulier par son puissant protecteur parisien, le marquis de La Mole. Tout le temps que Julien était resté au séminaire, on avait intercepté les lettres que lui envoyait madame de Rênal. Peu à peu, celle-ci s'était détachée de lui sous l'influence de son confesseur. Julien décida d'aller la voir secrètement avant de partir pour Paris. Arrivé à Verrières, il pénétra de nuit dans le jardin de madame Rênal et s'approcha de la fenêtre de sa chambre. Il eut le bonheur de trouver assez vite le fil de fer attaché au crochet qui fermait le volet. Il tira ce fil de fer. Ce fut avec une joie inexprimable qu'il sentit que ce volet n'était plus retenu et cédait à son effort. Il faut l'ouvrir petit à petit et faire reconnaître ma voix. Il ouvrit le volet assez pour passer la tête et en répétant à voix basse « C'est un ami !» Il s'assura, en prêtant l'oreille, que rien ne troublait le silence profond de la chambre. Gare le coup de fusil. Il réfléchit un peu. Puis, avec le doigt, il osa frapper contre la vitre. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Quand je devrais casser la vitre, il faut en finir. Comme il frappait très fort, il crut entrevoir, au milieu de l'extrême obscurité, comme une ombre blanche qui traversait la chambre. Enfin, il n'y eut plus de doute. Il vit une ombre qui semblait s'avancer avec une extrême lenteur. Tout à coup, il vit une joue qui s'appuyait à la vitre contre laquelle était son œil. Il tressaillit et s'éloigna un peu. Mais la nuit était tellement noire que même à cette distance, il ne put distinguer si c'était madame de Rênal. Il craignait un premier cri d'alarme. Il entendait les chiens rôder et gronder à demi autour du pied de son échelle. « C'est moi !» répétait-il assez haut. « Un ami !» Pas de réponse. Le fantôme blanc avait disparu. « Daignez m'ouvrir, il faut que je vous parle. Je suis trop malheureux. » Il frappait de façon à briser la vitre. Un petit bruit sec se fit entendre. L'espagnolette de la fenêtre cédait. Il poussa la croisée et sauta légèrement dans la chambre. Le fantôme blanc s'éloignait. Il lui prit les bras. C'était une femme. Toutes ses idées de courage s'évanouirent. Si c'est elle, que va-t-elle dire? Que devint-il quand il comprit à un petit cri que c'était madame de Rênal? Il la serra dans ses bras. Elle tremblait et avait à peine la force de le repousser. « Malheureux, que faites-vous » À peine si sa voix convulsive pouvait articuler ces mots. « Je viens vous voir, après 14 mois d'une cruelle séparation. Sortez, quittez-moi à l'instant. » Elle le repoussa avec une force vraiment extraordinaire. « Je me repens de mon crime. Le ciel a daigné m'éclairer, répétait-il d'une voix entrecoupée. « Sortez, fuyez. »« Quoi? Est-il possible que vous ne m'aimiez plus ?» lui dit-il avec un de ces accents du cœur si difficiles à écouter de sang-froid. Elle ne répondit pas. Pour lui, il pleurait amèrement. Réellement, il n'avait plus la force de parler. Ainsi, je suis complètement oublié du seul être qui m'ait jamais aimé. À quoi bon vivre désormais? Tout son courage l'avait quitté dès qu'il n'avait plus eu à craindre le danger de rencontrer un homme. Tout avait disparu de son cœur, hors l'amour. Il pleura longtemps en silence. Il prit sa main, elle voulut la retirer, et cependant, après quelques mouvements presque convulsifs, elle la lui laissa.
L'obscurité était extrême. Ils se trouvaient l'un et l'autre, assis sur le lit de madame de Rênal. Quelle différence avec ce qui était il y a 14 mois, pensa Julien, et ses larmes redoublèrent. Ainsi, l'absence détruit sûrement tous les sentiments de l'homme. Daignez me dire ce qui vous est arrivé, dit enfin Julien. Madame de Rênal répondit à sa demande. Julien, à son tour, lui raconta sa vie de séminaire. Il devenait un peu plus maître de lui en parlant de sa vie passée, qui, auprès de ce qui lui arrivait en cet instant, l'intéressait si peu. Son attention se fixa tout entière sur la manière dont allait finir sa visite. « Vous allez sortir, lui disait-on toujours de temps en temps, et avec un accent bref. « Quelle honte pour moi, si je suis éconduit. Ce sera un remords à empoisonner toute ma vie, se disait-il. Jamais elle ne m'écrira. Dieu sait quand je reviendrai en ce pays. » De ce moment, tout ce qu'il y avait de céleste dans la position de Julien disparut rapidement de son cœur. Assis à côté d'une femme qu'il adorait, la serrant presque dans ses bras, dans cette chambre où il avait été si heureux, au milieu d'une obscurité profonde, distinguant fort bien que depuis un moment elle pleurait, sentant, au mouvement de sa poitrine, qu'elle avait des sanglots, il eut le malheur de devenir un froid politique, presque aussi calculant et aussi froid que lorsque, dans la cour du séminaire, il se voyait en butte à quelque mauvaise plaisanterie de la part d'un de ses camarades plus fort que lui. Julien faisait durer son récit, et parlait de la vie malheureuse qu'il avait menée depuis son départ de Verrières. Ainsi, se disait madame de Rênal, après un an d'absence, privé presque entièrement de marques de souvenirs, tandis que moi je l'oubliais, il n'était occupé que de ces jours heureux qu'il avait trouvés à Vergy. Ses sanglots redoublaient. Julien vit le succès de son récit. Il comprit qu'il fallait tenter la dernière ressource. Il arriva brusquement à l'annonce de son départ du séminaire. « J'ai pris congé de monseigneur l'évêque. »« Quoi ? Vous ne retournez pas à Besançon ? Vous nous quittez pour toujours ?»« Oui, » répondit Julien d'un ton résolu. « Oui, j'abandonne un pays où je suis oublié, même de ceux que j'ai le plus aimés en ma vie, et je le quitte pour ne jamais le revoir. Je vais à Paris. »« Tu vas à Paris ?» s'écria Assio madame de Rênal. Sa voix était presque étouffée par les larmes, et montrait tout l'excès de son trouble. Julien avait besoin de cet encouragement. Il allait tenter une démarche qui pouvait tout décider contre lui. Et avant cette exclamation, n'y voyant point, il ignorait absolument l'effet qu'il parvenait à produire. Il n'hésita plus. La crainte du remords lui donnait tout empire sur lui-même. Il ajouta froidement, en se levant, « Oui, madame, je vous quitte pour toujours. Soyez heureuse. Adieu. » Il fit quelques pas vers la fenêtre. Déjà, il l'ouvrait. Madame de Rênal s'élança vers lui et se précipita dans ses bras. Ainsi, après 3 heures de dialogue, Julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion pendant les 2 premières. Un peu plus tôt arrivé, le retour aux sentiments tendres, l'éclipse des remords chez madame de Rênal eussent été un bonheur divin. Ainsi obtenu avec art, ce ne fut plus qu'un triomphe. Mais Julien et madame de Rênal s'attardèrent imprudemment, et Julien dut passer une journée entière caché dans la maison par madame de Rênal. Arrivé à Paris, Julien alla se présenter au marquis de La Mole. Il arriva enfin à la plus laide des pièces de ce superbe appartement, à peine s'il y faisait jour. Là se trouva un petit homme maigre, à l'œil vif et en perruque blonde. C'était le marquis. Julien eut beaucoup de peine à le reconnaître, tant il lui trouva l'air poli. Il sembla à Julien que sa perruque avait beaucoup trop de cheveux. À l'aide de cette sensation, il ne fut point du tout intimidé. L'audience ne dura pas 3 minutes. Julien occupa la journée à s'initier au travail que le marquis lui réservait. Le soir,
Lorsqu'on se mit à table pour le dîner, il aperçut une jeune personne, extrêmement blonde et fort bien faite, qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui. Elle ne lut plus point. Cependant, en la regardant attentivement, il pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux. Mais ils annonçaient une grande froideur d'âme. Par la suite, Julien trouva qu'ils avaient l'expression de l'ennui qui examine, mais qui se souvient de l'obligation d'être imposant. Madame de Rênal avait cependant de bien beaux yeux, se disait-il. Le monde lui en faisait compliment. Mais il n'avait rien de commun avec ceux-ci. Julien n'avait pas assez d'usage pour distinguer que c'était du feu de la saillie que brillaient de temps en temps les yeux de mademoiselle Mathilde. C'est ainsi qu'il l'entendit nommer. Quand les yeux de madame de Rênal s'animaient, c'était du feu des passions, ou par l'effet d'une indignation généreuse, au récit de quelque action méchante. Vers la fin du repas, Julien trouva un mot pour exprimer le genre de beauté des yeux de mademoiselle de La Mole. Ils sont scintillants, se dit-il. Julien réussit parfaitement dans son nouvel emploi, et le marquis lui confia de plus en plus de responsabilités. Résolu à s'attacher Julien et à faire sa fortune, il l'envoya en Angleterre et lui fit accorder à son retour la croix de la Légion d'honneur pour de prétendus services diplomatiques. Peu après, sa fille Mathilde revint d'un séjour en Provence. Elle se faisait une image parfaitement ennuyeuse de la vie qu'elle allait reprendre à Paris. Et cependant, à hier, elle regrettait Paris. Et pourtant j'ai 19 ans, pensait-elle. C'est l'âge du bonheur, disent de tous ces nigauds à tranches dorées. Elle regardait 8 ou 10 volumes de poésie nouvelle, accumulés, pendant le voyage de Provence, sur la console du salon. Ses yeux si beaux, où respirait l'ennui le plus profond, et, pis encore, le désespoir de trouver le plaisir, s'arrêtèrent sur Julien. Du moins, il n'était pas exactement comme un autre. « Monsieur Sorel, dit-elle, Monsieur Sorel, venez-vous ce soir au bal de Monsieur de Ré ?»« Mademoiselle, je n'ai pas eu l'honneur d'être présenté à Monsieur le Duc. » On eût dit que ces mots et ce titre écorchaient la bouche du provincial orgueilleux. « Il a chargé mon frère de vous amener chez lui. Et si vous y étiez venu, vous m'auriez donné des détails sur la terre de Villequier. Il est question d'y aller au printemps. Je voudrais savoir si le château est logeable, et si les environs sont aussi jolis qu'on le dit. Il y a tant de réputations usurpées. » Julien ne répondait pas. « Venez au bal avec mon frère, » ajouta-t-elle d'un ton fort sec. Julien salua avec respect. Ainsi, même au milieu du bal, je dois des comptes à tous les membres de la famille. Ne suis-je pas payé comme homme d'affaires ? Que cette grande fille me déplaît, pensa-t-il, en regardant marcher mademoiselle de La Mole, que sa mère avait appelée pour la présenter à plusieurs femmes de ses amies. Elle outre toutes les modes. Sa robe lui tombe des épaules. Elle est encore plus pâle qu'avant son voyage. Quels cheveux sans couleur, à force d'être blond. On dirait que le jour passe à travers. Que de hauteur, dans cette façon de saluer, dans ce regard. Quel geste de reine. Le soir, en arrivant au bal, Julien fut frappé de la magnificence de l'hôtel de Ré. Comme il la cherchait des yeux, Mathilde le regarda. « Mon devoir m'appelle, » se dit Julien. Mais il n'y avait plus d'humeur que dans son expression. La curiosité le faisait avancer avec un plaisir que la robe fort basse des épaules de Mathilde augmenta bien vite, à la vérité, d'une manière peu flatteuse pour son amour-propre. Sa beauté a de la jeunesse, pensa-t-il. 5 ou 6 jeunes gens étaient entre elle et lui. « Vous, monsieur, qui avez été ici tout l'hiver, lui dit-elle, n'est-il pas vrai que ce bal est le plus joli de la saison ?» Il ne répondait pas. « Ce quadrille de Coulon me semble admirable, et ces dames le dansent d'une façon parfaite. » Les jeunes gens se retournèrent pour voir quel était l'homme heureux dont on voulait absolument avoir une réponse. Elle ne fut pas encourageante. « Je ne saurais être un bon juge, mademoiselle. Je passe ma vie à écrire. C'est le premier bal de cette magnificence que j'ai vu. » Les jeunes gens à moustaches furent scandalisés. À ce moment,
le marquis de Croisenois s'avançait, avec empressement, vers mademoiselle de La Mole. Mathilde s'ennuyait un espoir. Le marquis de Croisenois parvint à l'approcher et lui parlait, mais elle rêvait, sans l'écouter. Le bruit de ses paroles se confondait pour elle avec le bourdonnement du bal. Elle suivait machinalement de l'œil Julien, qui s'était éloigné d'un air respectueux, mais fier et mécontent. Ni la danse, ni le désir de plaire à l'un des plus jolis hommes de la cour, rien ne put distraire Mathilde. Il était impossible d'avoir plus de succès. Elle était la reine du bal. Elle le voyait, mais avec froideur. Quelle vie effacée je vais passer avec un être tel que Croisenois, se disait-elle, comme il la ramenait à sa place une heure après. Où est le plaisir pour moi, ajouta-t-elle tristement, si après 6 mois d'absence, je ne le trouve pas au milieu d'un bal qui fait l'envie de toutes les femmes de Paris? Y a-t-il une raison pour que je m'ennuie moins quand j'aurai changé mon nom pour celui du marquis de Croisenois? Mais, mon Dieu, ajouta-t-elle, presque avant la vie de pleurer, n'est-ce pas un homme parfait? C'est le chef-d'œuvre de l'éducation de ce siècle. On ne peut le regarder sans qu'il trouve une chose aimable, et même spirituelle, à vous dire. Il est brave. Mais ce Sorel est singulier, se dit-elle, et son œil quittait l'air morne pour l'air fâché. Je l'avertis que j'avais à lui parler, et il ne daigne pas reparaître. Elle le cherchait presque des yeux, lorsqu'elle l'aperçut dans un autre salon, en conversation avec le comte Altamira, un révolutionnaire espagnol réfugié en France. Notez que la révolution, à la tête de laquelle je me suis trouvé, disait à Julien le comte Altamira, n'a pas réussi uniquement parce que je n'ai pas voulu faire tomber 3 têtes et distribuer à nos partisans 7 à 8 millions qui se trouvaient dans une caisse dont j'avais la clé. Ainsi va le monde, c'est une partie d'échecs. Alors, reprit Julien l'œil en feu, vous ne saviez pas le jeu. Maintenant, je ferai tomber ces têtes, voulez-vous dire. Je vous répondrai, dit Altamira d'un air triste, quand vous aurez tué un homme en duel, ce qui encore est bien moins laid que de le faire exécuter par un bourreau. Ma foi, dit Julien, qui veut la fin veut les moyens. Si au lieu d'être un atome, j'avais quelque pouvoir, je ferais pendre 3 hommes pour sauver la vie à 4. Ses yeux exprimaient le feu de la conscience et le mépris des vains jugements des hommes. Ils rencontrèrent ceux de mademoiselle de La Mole, tout près de lui, et ce mépris, loin de se changer en air gracieux et civil, sembla redoubler. Elle en fut profondément choquée, mais il ne fut plus en son pouvoir d'oublier Julien. Les jours qui suivirent, le soir du bal, elle commença à trouver du plaisir à se promener avec Julien. Elle fut étonnée de son orgueil. Elle admira l'adresse de ce petit bourgeois. Bientôt, cette résistance sincère et non jouée, avec laquelle notre héros accueillait plusieurs de ses idées, l'occupa. Elle y pensait. Elle racontait à une amie les moindres détails des conversations, et trouvait que jamais elle ne parvenait à en bien rendre toute la physionomie. Une idée l'illumina tout à coup. « J'ai le bonheur d'aimer, » se dit-elle un jour, avec un transport de joie incroyable. « J'aime, c'est clair. À mon âge, une fille jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations, si ce n'est dans l'amour? J'ai beau faire, je n'aurai jamais d'amour pour Croisenois, Caylus et tutti quanti. Ils sont parfaits, trop parfaits peut-être. Enfin, ils m'ennuient. » Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu'elle avait lues dans Manon Lescaut, la Nouvelle Louise, les lettres d'une religieuse portugaise, etc., etc. Il n'était question, bien entendu, que de la grande passion. L'amour léger était indigne d'une fille de son âge et de sa naissance. Elle ne donnait le nom d'amour qu'à ce sentiment héroïque que l'on rencontrait en France du temps de Henri III et de Bassompierre. Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles, mais, bien loin de là, faisait faire de grandes choses. Or, pensait-elle, il y a déjà de la grandeur et de l'audace à aimer un homme si loin de moi par sa condition sociale.
Du moment qu'elle eut décidé qu'elle aimait Julien, elle ne s'ennuya plus. Tous les jours, elle se félicitait du parti qu'elle avait pris de se donner une grande passion. Cet amusement a bien des dangers, pensait-elle. Tant mieux, 1000 fois tant mieux. Julien dut partir pour le Languedoc pour les affaires du marquis de la Mole. Comme il prenait congé de Mathilde, elle lui serra le bras avec force. « Vous recevrez ce soir une lettre de moi, » lui dit-elle, d'une voix tellement altérée que le son n'en était pas reconnaissable. Cette circonstance toucha sur le champ Julien. « Mon père, continua-t-elle, a une juste estime pour les services que vous lui rendez. Il faut ne pas partir demain. Trouvez un prétexte. » Et elle s'éloigna en courant. Une heure après, un laquais remit une lettre à Julien. C'était tout simplement une déclaration d'amour. « J'ai besoin de vous parler. Il faut que je vous parle. Ce soir, au moment où 1 heure après minuit sonnera, trouvez-vous dans le jardin. Prenez la grande échelle du jardinier près du puits. Placez-la contre ma fenêtre et montez chez moi. Il fait clair de lune. N'importe. » Julien eut un instant délicieux. Il errait, à l'aventure, dans le jardin, fou de bonheur. Plus tard, il monta à son bureau et se fit annoncer chez le marquis de la Mole, qui, heureusement, n'était pas sorti. Il lui prouva facilement, en lui montrant quelques papiers marqués arrivés de Normandie, que le soin des procès normands l'obligeait à différer son départ pour le Languedoc. « Je suis bien aise que vous ne partiez pas, » lui dit le marquis, quand ils eurent fini de parler d'affaires. « J'aime à vous voir. » Julien sortit. Ce mot le gênait. « Et moi, je vais séduire sa fille. Rendre impossible peut-être ce mariage avec le marquis de Croisenois qui fait le charme de son avenir. » Julien eut l'idée de partir pour le Languedoc, malgré la lettre de Mathilde, malgré l'explication donnée au marquis. Cet éclair de vertu disparut bien vite. « Que je suis bon, se dit-il. Moi, plébéien, avoir pitié d'une famille de ce rang? Moi, que le duc de Chaulnes appelle un domestique? Comment le marquis augmente-t-il son immense fortune? En vendant de la rente, quand il apprend au château qu'il y aura le lendemain apparence de coup d'État. Et moi, jeté au dernier rang par une providence marâtre, moi à qui elle a donné un cœur noble, et pas 1000 francs de rente, c'est-à-dire pas de pain, exactement parlant, pas de pain. Moi, refuser un plaisir qui s'offre? Une source limpide qui vient étancher ma soif dans le désert brûlant de la médiocrité que je traverse si péniblement? Ma foi, pas si bête, chacun pour soi, dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie. Et il se rappela quelques regards remplis de dédain à lui adressés par madame de la Mole et surtout par les dames, ses amies. Aucun regret, aucun reproche ne verra gâter cette nuit qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien. Quelle différence, grand Dieu, avec son dernier séjour de 24 heures à Verrières. Ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour, se disait-il avec une injustice extrême. Il se livrait à ses réflexions, debout, dans une des grandes armoires d'acajou, où on l'avait fait entrer, au premier bruit entendu dans l'appartement voisin, qui était celui de madame de la Mole. Mathilde suivit sa mère à la messe, les femmes quittèrent bientôt l'appartement, et Julien s'échappa facilement, avant qu'elles ne revinssent terminer leurs travaux. Il monta à cheval, et chercha les endroits les plus solitaires d'une des forêts voisines de Paris. Il était bien plus étonné qu'heureux. Le bonheur qui, de temps à autre, venait occuper son âme, était comme celui d'un jeune sous-lieutenant qui, à la suite de quelque action étonnante, vient d'être nommé colonel d'emblée par le général en chef. Il se sentait porté à une immense hauteur. Tout ce qui était au-dessus de lui la veille était à ses côtés maintenant, ou bien au-dessous. Peu à peu, le bonheur de Julien augmenta à mesure qu'il s'éloignait. S'il n'y avait rien de tendre dans son âme, c'est que, quelque étrange que ce mot puisse paraître, Mathilde, dans toute sa conduite avec lui, avait accompli un devoir. Il n'y eut rien d'imprévu pour elle,
dans tous les événements de cette nuit. Sinon, le malheur et la honte qu'elle avait trouvés, au lieu de cette entière félicité dont parlent les romans. Me serais-je trompé? N'aurais-je pas d'amour pour lui? Se dit-elle. Les jours suivants, Mathilde, sous l'effet de la honte, ne témoigna que froideur à Julien. Celui-ci, d'abord déconcerté, prit le parti d'affecter de son côté une parfaite indifférence à son égard, afin de la regagner en se montrant plus orgueilleux qu'elle-même. Il y réussit parfaitement. Mathilde s'abandonna entièrement à lui et ne songea plus qu'à lui donner des gages de son amour, si bien qu'elle se retrouva enceinte et la prit avec joie à Julien. « Maintenant, douterez-vous de moi? N'est-ce pas une garantie? Je suis votre épouse à jamais. » Cette annonce frappa Julien d'un étonnement profond. Il fut sur le point d'oublier le principe de sa conduite. Comment être volontairement froid et offensant envers cette pauvre jeune fille qui se perd pour moi? Avait-elle l'air un peu souffrant? Même les jours où la sagesse faisait entendre sa voix terrible, il ne se trouvait plus le courage de lui adresser un de ces mots cruels si indispensables, selon son expérience, à la durée de leur amour. « Je vais écrire à mon père, » lui dit un jour Mathilde. « C'est plus qu'un père pour moi, c'est un ami. Comme tel, je trouverais indigne de vous et de moi de chercher à le tromper, ne fût-ce qu'un instant. »« Grand Dieu, qu'allez-vous faire ?» dit Julien effrayé. « Mon devoir, » répondit-elle, avec des yeux brillants de joie. Elle se trouvait plus magnanime que son amant. « Mais il me chassera avec ignominie. »« C'est son droit, il faut le respecter. Je vous donnerai le bras, et nous sortirons par la porte cochère en plein midi. » Le marquis, après quelques mouvements de fureur, comprit qu'il devait préserver l'honneur de sa fille en acceptant son mariage avec Julien. Avant d'accorder son consentement formel, il s'efforça de diminuer le scandale en rehaussant la situation sociale de Julien par des dons d'argent et l'octroi d'un brevet de lieutenant de hussards. Lorsque Mathilde apprit à Julien qu'il était lieutenant de hussards, sa joie fut sans borne. On peut se la figurer, par l'ambition de toute sa vie. Après tout, pensait-il, mon roman est fini, et à moi seul tout le mérite. Il alla rejoindre son régiment à Strasbourg. Ce fut au milieu des transports de l'ambition la plus effrénée qu'il fut surpris par un jeune valet de pied de l'hôtel de la Mole qui arrivait en courrier. « Tout est perdu, » lui écrivait Mathilde. « Accourez le plus vite possible, sacrifiez tout, désertez s'il le faut. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près la petite porte du jardin de l'hôtel de la Mole. Comptez sur moi. Vous me trouverez dévoué et ferme dans l'adversité. Je vous aime. » En quelques minutes, Julien obtint une permission du colonel et partit de Strasbourg, à Franc-Étrier. Mais la froide inquiétude qui le dévorait ne lui permet pas de continuer cette façon de voyager au-delà de Metz. Il se jeta dans une chaise de poste, et ce fut avec une rapidité presque incroyable qu'il arriva au lieu indiqué, près la petite porte du jardin de l'hôtel de la Mole. Cette porte s'ouvrit, et à l'instant, Mathilde, oubliant tout respect humain, se précipitait dans ses bras. Heureusement, il n'était que 5 heures du matin, et la rue était encore déserte. « Tout est perdu. Mon père, craignant mes larmes, est parti dans la nuit de jeudi. Pour où? Personne ne le sait. Voici sa lettre. Lisez. » Et elle monta dans le fiacre avec Julien. « Je pouvais tout pardonner, excepté le projet que l'on vous séduise, parce que vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille, l'affreuse vérité. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne consentirai jamais à un mariage avec cet homme. Lisez la lettre que je reçois, en réponse au renseignement que j'avais demandé. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à madame de Rênal. Renoncez franchement à cet homme vil, et vous retrouverez un père. » « Où est la lettre de madame de Rênal ?» dit froidement Julien. « La voici. Je n'ai voulu te la montrer qu'après que tu aurais été préparé. » Lettre. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale,
m'oblige, monsieur, à la démarche pénible que je viens accomplir auprès de vous. Une règle, qui ne peut faillir, m'ordonne de nuire en ce moment à mon prochain, mais afin d'éviter un plus grand scandale. Il n'est que trop vrai, monsieur, la conduite de la personne au sujet de laquelle vous me demandez toute la vérité a pu sembler inexplicable, ou même honnête. Mais cette conduite, que vous désirez connaître, a été dans le fait extrêmement condamnable, et plus que je ne puis le dire. Pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée, et par la séduction d'une femme faible et malheureuse, que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. C'est une partie de mon pénible devoir d'ajouter que je suis obligé de croire que M. J. n'a aucun principe de religion. En conscience, je suis contraint de penser qu'un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit. Couvert par une apparence de désintéressement et par des phrases de roman, son grand et unique objet est de parvenir à disposer du maître de la maison et de sa fortune. Il laisse après lui le malheur et des regrets éternels, etc., etc., etc. Cette lettre, extrêmement longue et à demi effacée par des larmes, était bien de la main de madame de Rênal. Elle était même écrite avec plus de soin qu'à l'ordinaire. « Je n'ai pu blâmer monsieur de la Mole, dit Julien après l'avoir fini. Il est juste et prudent. Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme? Adieu. » Julien sauta au bas du fiacre et courut à sa chaise de poste, arrêtée au bout de la rue. Mathilde, qu'il semblait avoir oublié, fit quelques pas pour le suivre. Mais les regards des marchands, qui s'avançaient sur la porte de leur boutique, et desquels elle était connue, la forcèrent à rentrer précipitamment au jardin. Julien était parti pour Verrières, où il arriva un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du pays, qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la nouvelle du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, chargea les pistolets. Les 3 coups sonnaient. C'est un signal bien connu dans les villages de France et qui, après les diverses sonneries de la matinée, annonce le commencement immédiat de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient volées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas, derrière le banc de madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme, qu'il avait tant aimée, fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis, se disait-il à lui-même. Physiquement, je ne le puis. » En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête qui, un instant, se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba. Julien resta immobile. Il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui, il aperçut tous les fidèles qui s'enfuyaient de l'église. Le prêtre avait quitté l'autel. Julien se mit à suivre d'un pas assez lent les quelques femmes qui s'en allaient en criant. Une femme, qui voulait fuir plus vite que les autres, le poussa rudement. Il tomba. Ses pieds s'étaient embarrassés dans une chaise renversée par la foule. En se relevant, il se sentit le cou serré. C'était un gendarme, en grande tenue, qui l'arrêtait. Machinalement, Julien voulut avoir recours à ses petits pistolets, mais un second gendarme s'emparait de ses bras. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fers aux mains, on le laissa seul. La porte se ferma sur lui à double tour. Tout cela fut exécuté très vite, et il y fut insensible. « Ma foi, tout est fini, » dit-il tout haut, en revenant à lui. Madame de Rênal n'était pas blessée mortellement. Quand, après un pansement long et douloureux, le chirurgien lui dit « Je réponds de votre vie comme de la mienne », elle fut profondément affligée.
Depuis longtemps, elle désirait sincèrement la mort. La lettre qui lui avait été imposée par son confesseur actuel et qu'elle avait écrite à M. de la Mole avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant. Ce malheur était l'absence de Julien. Elle l'appelait, elle, le remords. Le directeur, jeune ecclésiastique vertueux et fervent, nouvellement arrivé de Dijon, ne s'y trompait pas. Mourir ainsi, mais non de ma main, ce n'est point un péché, pensait madame de Rênal. Dieu me pardonnera peut-être de me réjouir de ma mort. Elle n'osait ajouter, et mourir de la main de Julien, c'est le comble des félicités. Le geôlier apprit à Julien que madame de Rênal était sauvée. À mesure que le récit de cet homme prouvait à Julien que la blessure de madame de Rênal n'était pas mortelle, il se sentait gagné par les larmes. « Sortez !» dit-il brusquement. Le geôlier obéit. À peine la porte fut-elle fermée. « Grand Dieu, elle n'est pas morte !» s'écria Julien. Il tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. Seulement alors, Julien commença à se repentir du crime commis. Par une coïncidence qui lui évita le désespoir, en cet instant seulement, venait de cesser l'état d'irritation physique et de demi-folie où il était plongé depuis son départ de Paris pour Verrières. Ses larmes avaient une source généreuse. Il n'avait aucun doute sur la condamnation qui l'attendait. Ainsi, elle vivra, se disait-il. Elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer. Il remerciait le ciel de ne l'avoir pas blessé à mort. Chose étonnante, se disait-il, je croyais que par sa lettre à M. de la Mole, elle avait détruit à jamais mon bonheur à venir. Et, moins de 15 jours après la date de cette lettre, je ne songe plus à tout ce qui m'occupait alors. 2 ou 3 000 livres de rente pour vivre tranquille dans un pays de montagne, comme Vergy. J'étais heureux alors. Je ne connaissais pas mon bonheur. Mathilde vint à Verrières, retrouver Julien dans sa prison et entreprit de le sauver de la condamnation à mort. Mais son dévouement passionné ne causait qu'impatience à Julien. Il est singulier, se disait-il un jour, que Mathilde sortait de sa prison, qu'une passion si vive, et dont je suis l'objet, me laisse tellement insensible. Et je l'adorais, il y a 2 mois. J'avais bien lu que l'approche de la mort désintéresse de tout, mais il est affreux de se sentir ingrat et de ne pouvoir se changer. Je suis donc un égoïste. Il se faisait à ce sujet les reproches les plus humiliants. L'ambition était morte en son cœur. Une autre passion y était sortie de ses cendres. Il l'appelait le remords d'avoir assassiné madame de Rênal. Dans le fait, il en était éperdument amoureux. Il trouvait un bonheur singulier quand, laissé absolument seul et sans crainte d'être interrompu, il pouvait se livrer tout entier au souvenir des journées heureuses qu'il avait passées jadis à Verrières ou à Vergy. Les moindres incidents de ces temps, trop rapidement envolés, avaient pour lui une fraîcheur et un charme irrésistibles. Jamais il ne pensait à ses succès de Paris. Il en était ennuyé. Enfin, ce fut le procès. Les plaidoiries achevées, comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle. Voilà le dernier de mes jours qui commence, pensa Julien. Bientôt, il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais, quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. « Messieurs les jurés, l'horreur du mépris, que je croyais pouvoir braver au moment de la mort, me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien, en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion. La mort m'attend. Elle sera juste. J'ai pu attenter au jour
de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Mais, quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Pendant 20 minutes, Julien parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans borne que dans les temps plus heureux il avait pour madame de Rênal. Madame Derville jeta un cri et s'évanouit. 1 heure sonnait, comme les jurés se retiraient dans leur chambre. Aucune femme n'avait abandonné sa place. Plusieurs hommes avaient les larmes aux yeux. Les conversations furent d'abord très vives, mais peu à peu, la décision du jury se faisant attendre, la fatigue générale commença à jeter du calme dans l'assemblée. Ce moment était solennel. Les lumières jetaient moins d'éclat. Julien, très fatigué, entendait discuter auprès de lui la question de savoir si ce retard était de bon ou de mauvais augure. Il vit avec plaisir que tous les vœux étaient pour lui. Le jury ne revenait point, et cependant, aucune femme ne quittait la salle. Comme 2 heures venaient de sonner, un grand mouvement se fit entendre. La petite porte de la chambre des jurés s'ouvrit. Monsieur le baron de Valenod, ancien rival malheureux de Julien auprès de madame de Rênal, s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa, puis déclara qu'en son âme et conscience, la déclaration unanime du jury était que Julien Sorel était coupable de meurtre, et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort. Elle fut prononcée un instant après. Julien fut transporté au cachot des condamnés à mort, où Mathilde continua de rendre visite. Un jour, comme il dormait profondément, il fut éveillé par des larmes qu'il sentait couler sur sa main. Il entendit un soupir singulier. Il ouvrit les yeux. C'était madame de Rênal. « Ah, je te revois avant de mourir. Est-ce une illusion ?» s'écria-t-il en se jetant à ses pieds. Il la serrait dans ses bras. Il était fou. Elle jeta un petit cri. « Ce n'est rien, lui dit-elle. Tu m'as fait mal. »« À ton épaule !» s'écria Julien, fondant en larmes. Il s'éloigna un peu et couvrit sa main de baisers de flammes. Qui me l'eût dit, la dernière fois que je te vis, dans ta chambre à Verrières? Qui m'eût dit alors que j'écrirais à monsieur de la Mole cette lettre infâme? Sache que je t'ai toujours aimé, que je n'ai aimé que toi. Est-il bien possible? S'écria madame de Rênal, ravie à son tour. Elle s'appuya sur Julien, qui était à ses genoux, et longtemps, ils pleurèrent en silence. À aucune époque de sa vie, Julien n'avait trouvé un moment pareil. Autrefois, lui disait-il, quand j'aurais pu être si heureux, pendant nos promenades dans les bois de Vergy, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans les pays imaginaires. Au lieu de serrer contre mon cœur ce bras charmant qui était si près de mes lèvres, l'avenir m'enlevait à toi. J'étais aux innombrables combats que j'aurais à soutenir pour bâtir une fortune colossale. Non, je serais mort sans connaître le bonheur si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. Le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil
réjouissait la nature, et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. « Allons, tout va bien, se dit-il, je ne manque point de courage. » Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis, dans le bois de Vergy, revenaient en foule à sa pensée, et avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part, sans aucune affectation. Mathilde suivit son amant jusqu'à la grotte sauvage qu'il s'était choisie pour tombeau. Par ses soins, cette grotte fut ornée de marbre, sculptés à grands frais, en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à la promesse qu'elle avait faite à Julien de ne pas attenter à sa vie. Mais, 3 jours après lui, elle mourut en embrassant ses enfants.